Bonjour, ici Micheline Bourque du Club de lecture Affaires. Aujourd'hui, je suis au congrès 2018 du ICF Québec, donc International Coaching Federation, qui fait son congrès annuel ici à Boucherville. Donc, j'en profite pour parler à des gens intéressants. Je commence avec le conférencier qui a parti le bal ce matin. Il s'agit de M. Réal Jacob. Merci beaucoup, M. Jacob, de m'accorder de votre temps ce matin. Merci. Dites-nous, qui êtes-vous et que faites-vous? Alors, écoutez, moi, je suis invité comme prof d'université ce matin, mais un prof atypique qui était à la fois, avant d'être professeur, entrepreneur. OK. Dans le domaine du conseil. Par la suite, qui a développé une firme, qui l'a intégrée dans une grande firme. Et puis, je suis prof d'université depuis 1983. Ah, bien, ça fait Et je joue un rôle d'intra-entrepreneur dans le monde universitaire, donc création de chaires, d'instituts de recherche, de pôles de transfert. J'ai fait ça toute ma carrière. J'ai aussi été membre du comité de direction de HEC Montréal pendant 8 ans. Wow! Vous êtes évidemment un homme passionné. Vous avez donné une conférence ce matin. Les gens étaient complètement obnubilés par vos propos. On va revenir à la fin de notre entretien pour voir un peu les grands messages que vous avez rayonnés au public ce matin. Moi, un des volets qui m'intéressait, c'est que vous avez quand même publié un livre et de nombreux articles, on s'entend à titre de professeur, mais j'aimerais ça qu'on prenne un moment. C'est un livre qui a quand même été, vous me disiez, qui est maintenant très difficile à trouver. Bon, c'est-à-dire qu'on a démarré une relation avec une organisation que vous connaissez, qui est le Cercle des présidents, qui sont des gens qui dirigent des grandes et moyennes entreprises, mais surtout des grandes entreprises, qui voulaient apprendre sur le métier de président et qui ont accepté de partager leurs réflexions avec nous dans des entrevues individuelles. OK. Et ce qu'on revoit dans le livre Paroles de PDG, c'est une synthèse sur le métier de PDG qui est plus ou moins écrite dans les livres. Autrement dit, c'est à partir de l'expérience des gens, du vécu. On a essayé de produire un petit bouquin accessible en 7 chapitres autour de grandes questions. Et ça nous permet de mieux connaître le métier de président. Et ça permet à des gens comme ici, qui sont en mode coaching, de mieux comprendre les leviers pour aider un PDG, un directeur, un CEO, un vice-président à mieux maîtriser son travail de direction. OK. Donc, ça s'appelle Paroles de PDG. Comme en 75, c'est quand même impressionnant, grands patrons du Québec vivent leur métier. Est-ce qu'on pourrait peut-être relayer un exemple en particulier? Est-ce que vous vous souvenez d'un entrepreneur en particulier? On ne peut pas nommer des entrepreneurs particuliers dans le livre. On a bien sûr une entente de confidentialité. Ah, vous avez gardé l'anonymité, donc c'est pas... OK, parfait. C'est pas des portraits, c'est plutôt des synthèses. Alors, par exemple, on a une synthèse sur comment un PDG doit-il mieux gérer son équilibre pour être un bon gestionnaire. Alors, on a discuté avec eux de la notion d'équilibre. C'est-à-dire vie-travail, la conciliation vie-travail? Moins vie-travail, c'est plutôt comment je gère mon équilibre par rapport à ma santé physique, comment je gère mon équilibre par rapport au côté émotion de mon travail, pas s'emporter, etc. Travailler 70 heures par semaine, c'est pas nécessairement gagnant. Oui. Comment je gère aussi mon équilibre avec la surcharge d'informations, comment je regagne confiance dans mon instinct d'entrepreneur, comment je gère mon équilibre aussi par rapport à la société, donner un sens, on va dire, richer life par rapport à mon implication dans la société. Donc, c'est des thèmes qu'on a abordés. On a abordé aussi le thème de la stratégie. Qu'est-ce qu'un PDG ne peut pas déléguer en stratégie? On a abordé le thème, quel est le prix à payer pour aller au sommet? On a abordé le thème aussi de comment un PDG gère toujours le yin et le yang, l'ambidextrie organisationnelle. Donc, mais les 7 chapitres sont construits sur des synthèses de 75 entrevues, 4000 pages de notes sur le métier de PDG. OK. Le métier de PDG, parce que ce que vous venez de me décrire, ce sont quand même des grandes qualités que tout grand leader doit avoir. Exactement. Finalement, c'est vraiment un livre sur le leadership. C'est le leadership également. Je dirais, ce qui nous a surpris, c'est dans certains cas, on peut penser qu'un PDG, quand on arrive au sommet, par exemple, on consacre beaucoup plus de temps à son organisation et un peu moins de temps à la vie extérieure, à la vie familiale et autres, etc. Alors que finalement, ces gens-là, ils sont comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de gérer leur équilibre. Et le message qu'ils nous ont mentionné régulièrement, c'est si on gère mal son équilibre, on gère mal la décision, on gère mal la stratégie, on se préoccupe moins de son équipe de direction. C'est un thème qui est redevenu très fort, ça, au niveau des PDG. Un des messages forts, c'est comment mieux consolider mon équipe de direction, parce que le monde est complexe, c'est difficile. Je dois maintenant partager même mes préoccupations personnelles à l'égard du développement d'entreprise et j'ai besoin d'avoir une équipe de direction mieux consolidée autour de la notion d'équipe.
Ça a été fait il y a quelques années, je 2014. 2014, donc ça fait 4 ans. Donc, on voit dans ça le portrait, finalement, des PDG actuels. Donc, c'est comme ça que les gens fonctionnent. Je trouve ça vraiment intéressant, justement, parce que c'est l'aspect humain qui est pris en considération. Entre autres, ce sont avant tout des humains qui ont fait des grandes réussites. Peut-être nous donner quelques éléments, parce que vous avez parlé aussi, tu sais, c'est quoi le prix à payer pour être PDG? Peut-être nous mentionner quelques points comme ça qui va peut-être surprendre. C'est-à-dire que le prix à payer, c'est... Certains nous ont dit, j'ai payé le prix, autrement dit, j'ai concentré ma vie sur mon métier de PDG, puis en même temps, j'ai peut-être perdu une partie de ma vie. J'étais pas là pour mes enfants, je me suis divorcée. Sans aller dans les détails, des choses comme ça. Des choses comme ça, en disant, il ne faut pas que la personne qui va vers le sommet paie un prix en termes physiques, émotionnels, cognitifs, etc. Donc, comment on gère les équilibres dans tout ça et comment on s'appuie aussi sur les autres. Parce que souvent, on parle souvent de la solitude du PDG. Déjà, le cercle des présidents, c'est une manière de combattre la solitude parce qu'on se regroupe entre nous pour parler de nos préoccupations comme PDG. Et ces préoccupations, on ne peut pas les partager avec un vice-président, etc. Et on peut le partager avec d'autres collègues. On peut le partager aussi à travers des regroupements comme le groupement des chefs d'entreprise du Québec, où on partage entre dirigeants nos préoccupations, le réseau ID dans la région de Québec, où on partage entre dirigeants. L'idée aussi de dire un PDG a besoin de réfléchir sur son métier pour combattre la solitude d'être seul au sommet. Donc, en quelque part, mais avec des gens qui sont comme lui ou comme elle. Parce que finalement, c'est des gens qui exercent le même métier, la même expérience de vie, etc. Excellent. Justement, vous avez fait, j'imagine, des entrevues avec des femmes et des hommes. Est-ce qu'il y avait des dimensions plus propres à la réalité féminine des grands? Il y avait moins, dans l'échantillon, il y avait moins de femmes, mais on pourrait dire que plus on va vers le sommet, plus les préoccupations sont génériques. Sont génériques, oui, exactement. C'est ce qu'on a observé à l'intérieur du volume. Parole de PDG, comment 75 grands patrons du Québec vivent leur métier. C'est écrit en collaboration justement avec le Cercle des présidents dont vous nous avez parlé. C'est fait aussi en collaboration avec le HEC. Ça a été publié. On est quatre auteurs sur le sujet. Excellent. Donc, c'est toujours disponible. Et on vous le recommande sincèrement. Disponible aussi en livre numérique. On peut l'acheter sur les différentes plateformes numériques. On met le titre et on peut l'acheter en numérique également. Maintenant, vous avez fait une grande conférence d'ouverture ce matin. Vous avez parlé de quoi? Puis peut-être faire une petite synthèse pour nous. En fait, ce matin, la demande que j'avais, on est ici dans un groupe qui, dans le fond, sont des professionnels du coaching. Et ce qu'on m'avait demandé comme professionnel du coaching, c'est quand je coach une personne qui peut être un président, un CEO, un vice-président, un directeur, je mets mon attention comme coach sur le processus. Mais en même temps, je dois comprendre le contexte pour bien agir sur le processus. Et si on connaît mal le contexte d'affaires, si on comprend mal comment on développe des nouvelles capacités stratégiques dans les organisations, c'est difficile pour un coach de gagner une certaine légitimité dans les premières rencontres avec le coaché. Donc, on m'avait demandé ce matin d'aborder 4 questions. La première question, c'est qu'est-ce qui change dans le monde des affaires? Qu'est-ce qui bouge? Alors, on a vu des exemples autour de l'accélération des connaissances à travers l'intelligence artificielle. On a vu la disruption à travers les nouveaux modèles d'affaires. On a vu aussi les questions d'imprévisibilité. Puis là, j'ai mis l'image du président américain qui fait qu'il brasse beaucoup les marchés financiers, etc. On a mis l'image de l'interconnexion avec le 4.0 pour montrer que le monde change et que les PDG, les décideurs doivent être plus ouverts sur le monde plutôt que fermés sur eux. J'ai souvent donné l'exemple d'un PDG qui, par rapport aux tendances externes, pose toujours la question à son comité de direction, une tendance, une discussion, une décision à chaque comité de direction sur une tendance. Donc, on est toujours en lien. On peut décider de ne rien faire ou on décide de bouger, mais on ne reste pas aveugle. Parce que souvent, on dit que le succès nous rend aveugles. Ensuite, la deuxième question que les gens m'ont posée, oui, mais quand les organisations s'organisent aujourd'hui, comment est-ce qu'elles s'organisent? Et là, j'ai insisté sur 5 aspects qui sont tous des aspects horizontaux. Donc, les organisations deviennent plus orientées clients. Elles deviennent plus innovantes, mais au sens de l'innovation ouverte, participative, collaborative. Et là, j'ai donné plein d'exemples. Elles deviennent plus engageantes. Donc, parce que vous connaissez les sondages sur l'engagement. Le dernier sondage du Conference Board, 70 des travailleurs canadiens se déclarent désengagés au travail.
Donc, et c'est la même chose dans les sondages mondiaux, mais moins fort. Mais la statistique canadienne, et seulement 12 des gens qui quittent l'organisation indiquent que c'est à cause du salaire. Alors que dans le fond, probablement, c'est une question d'engagement, si j'étais mieux engagé. Donc, ça veut dire que pour les coachs, revoir le modèle Control and Command au niveau des gestionnaires, etc. J'ai abordé aussi la question de la transversalité. Les organisations deviennent plus transversales, orientées processus, orientées offre de services intégrés aux clients. Donc, j'ai abordé des exemples de capacités stratégiques. Donc, comment un coach, maintenant, amène son coaché à gagner en pensée stratégique, revoir son modèle d'affaires, etc. Et l'autre question qu'on m'a demandé par la suite, c'est quel est l'impact de tout cela chez le PDG comme stratège et comme personne? Et là, j'ai abordé les questions que le PDG doit devenir un leader de transformation culturelle, un leader d'alignement qui doit gagner en stratégie. Donc, j'ai évoqué 6 points qu'on peut, d'ailleurs, je pense, retrouver sur Facebook Live, puisque ça a été enregistré. Et j'ai abordé ensuite, à la fin, les questions. Qu'est-ce que ça veut dire pour les coachs? Est-ce qu'ils doivent continuer à travailler tout seuls ou travailler plus en réseau entre eux? Parce que le monde est plus complexe. Les organisations s'organisent en réseau. Est-ce que les coachs s'organisent en réseau aussi pour avoir une meilleure valeur ajoutée auprès de leurs clients? Donc, c'est le dernier thème que j'ai abordé avec eux ce matin. Donc, vraiment un message très ciblé, très adapté à la clientèle ici présente. Je trouve ça vraiment intéressant que vous ayez mentionné le fait que les PDG ont besoin d'avoir une vision beaucoup plus large maintenant, mais je pense aussi que les employés se doivent d'avoir une vision plus large qui déborde de leur poste. Mais on va dire, ça commence par l'exemple. Oui, c'est sûr. Donc, je fais mon petit pitch parce que pour moi, la lecture peut devenir pour les employés un outil d'apprentissage continu. Souvent, on utilise le club de lecture en développement organisationnel pour dire, dans le fond, on va prendre un livre, on va lire un chapitre par semaine et on va réfléchir sur ces questions-là. C'est un peu ce qu'on fait dans notre programme EMBA avec McGill. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on termine un module d'apprentissage avec les étudiants, avec des livres, etc., on leur demande de réfléchir sur ce qu'ils ont lu et appris, sur eux. Qu'est-ce que j'apprends sur moi, sur mon entreprise et moi comme gestionnaire. Ensuite, le partager avec leurs collègues. Et ensuite, on partage en grand groupe et on avance comme ça pendant 14 mois. Mais on rend le livre disponible dans le processus d'apprentissage réflexif. Donc, et non pas apprendre pour apprendre parce qu'il faut faire nos lectures. Donc, non, mais c'est intéressant. Puis je pense qu'il y a toujours cette pertinence-là par rapport à l'écrit. Ça peut être des articles aussi, j'imagine, pas juste des livres. Les articles aussi peuvent être très stimulants. Mais l'idée, c'est de s'en servir de manière, dans le processus réflexif. C'est ça. Puis élargir les horizons. Oui. Alors, regardez, je vous remercie, M. Jacob, vraiment très sincèrement d'avoir mis quelques minutes de votre temps pour nous. Puis on vous souhaite une belle continuation dans vos projets. Je n'ai pas l'impression que vous allez arrêter tout de suite. Là, vous, là. J'ai annoncé que je prenais une retraite bientôt, mais je vais demeurer professeur honoraire quand même. OK. Bon, félicitations pour votre belle carrière. Merci beaucoup.